Voilà, après cette implacable analyse de l'état de notre monde, un monde semi-chaotique, un monde Jurassic Park, selon les propos même d'Hubert Védrine, place maintenant au débat. Est-ce que l'ordre mondial orchestré par l'Occident est définitivement enterré ou pas? Est-ce qu'il faut nous résoudre à un nouvel ordre mondial? Et de quoi demain notre monde peut-il être fait? Bernard Guetta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste sur France Inter et spécialiste de politique internationale. Est-ce que vous partagez justement cette analyse d'Hubert Védrine qui qualifie l'état du monde actuel de monde Jurassic Park? Ça vous va, ça? Écoutez, c'est une image, bien sûr, mais sur le fond, elle est malheureusement juste. Bien sûr que oui. Nous sommes entrés dans une ère où personne, je crois, ne peut prédire ce qui va se passer demain ou après-demain. Regardez, nous sommes là tous à attendre de savoir si le président des États-Unis va dénoncer le compromis nucléaire passé entre les grandes puissances et l'Iran. Il en dépend vraiment beaucoup de choses, ne serait-ce qu'une chose. Est-ce qu'il y aura demain, très vite, est-ce qu'il y aurait demain très vite une course à l'arme nucléaire dans le Proche-Orient et 4 ou 5 États nucléaires dans cette terre, sur cette terre de tous les dangers qu'est le Proche-Orient? Eh bien voilà, nous sommes à 10 jours de l'échéance, personne n'en sait rien. Enfin en tout cas, moi je ne me risquerais pas à faire un pari, alors qu'il en dépend tellement de choses. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que c'est la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme qui a justement signé la fin de cet ordre mondial ou pas, qui existait? Très largement, en ce sens que nous avions oublié pendant la guerre froide une myriade de conflits que l'affrontement Est-Ouest avait totalement gelé. Souvenons-nous quand même que la guerre froide redéfinissait le monde et donc gelait des conflits immémoriaux à tel point qu'il semblait naturel de dire que le Japon était un pays de l'Ouest et que Cuba était un pays de l'Est. Bah oui, évidemment, Cuba était un pays de l'Est et le Japon un pays de l'Ouest parce que la guerre froide primait tout et faisait oublier des choses plus que millénaires, comme l'affrontement entre la Perse et les Arabes. Après tout, quand même, Mahomet... Pardon aux croyants, mais enfin, Mahomet a quand même largement façonné une foi nouvelle en Arabie, pas encore saoudite, dans la péninsule arabique, pour unir l'Arabie contre qui? Contre la Perse. Eh bien, cette bataille, qui remonte à 13 siècles, non seulement elle n'est pas finie, mais elle bat son plein. Jean-Vincent Lindre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris II, directeur de l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Est-ce que vous partagez aussi cette analyse sur la fin de la guerre froide qui a provoqué le début de ce désordre? La fin de la guerre froide, comme l'a rappelé Bernard Guetta, a mis fin à l'ordre bipolaire, à la bipolarité du système international. Et aujourd'hui, dans une situation peut-être un peu plus chaotique, mais je voudrais quand même indiquer qu'on parle de nouveau désordre mondial, ça n'a rien de nouveau. En réalité, les relations internationales sont gouvernées par un seul principe qui est celui de l'anarchie, l'absence d'ordre mondial. Il n'y a pas d'ordre mondial. Bien sûr, il y a l'ONU, bien sûr, il y a un certain nombre d'organisations internationales qui jouent un rôle, mais fondamentalement, en matière de relations internationales, il y a deux règles, le principe d'anarchie et le caractère imprévisible de l'avenir. Et c'est encore plus vrai pour les relations internationales que pour la politique nationale. Et Pierre Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé d'histoire à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Donc l'effondrement du bloc communiste de 89, on a eu tort à ce moment-là de croire que l'histoire était finie et qu'il y aurait une nouvelle ère de paix sous hégémonie occidentale qui avait triomphé. C'est une erreur? Alors je crois qu'il n'y a pas tant de monde qui a pensé ça. D'abord, l'idée que la guerre froide était un moment très stable est vraiment quelque chose de rétrospectif, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de conflits qui sont nés de la guerre froide. Entre Arabes et Perses, il me semble qu'il y a eu quand même la guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 80, c'est-à-dire en pleine guerre froide. Donc c'est des conflits qu'on voyait montrer, mais enfin bon, c'était quand même lié à la guerre froide. Donc c'est une période beaucoup plus chaotique qu'on ne veut bien le penser, qui n'était pas bipolaire parce qu'il y avait les Chinois qui ont introduit beaucoup de complexité dans toute cette affaire, et pas seulement les Chinois. Après la guerre froide, il y a effectivement eu un discours comme quoi le monde allait s'apaiser, mais on a été très très vite inquiet.
Dès le début des années 90, on a eu le discours sur le nouveau désordre mondial, on a eu un discours sur le nouveau Moyen-Âge, parce qu'on voyait là, des conflits entre guillemets ethniques, on voyait la question des pandémies. À ce moment-là, le sida inquiétait quand même énormément. Le retour à des fondamentalismes religieux. Enfin, je ne vais pas faire la liste très très longue de ces inquiétudes. Donc les années 90, cette idée que finalement on a été naïf, que c'était le monde des bisounours, comme on l'entend de temps en temps, moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu des grosses inquiétudes. La question du nucléaire, par exemple, et la prolifération nucléaire est renée en 1998. Donc c'était en plein dans les années 1990. Laurence Nardon, bonsoir. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales. On peut aussi se demander si c'est les attentats du 11 septembre qui ont fait basculer cet ordre mondial. Oui, il y a plusieurs points de césure. Alors je crois qu'effectivement, il y a toujours des crises. Quand on s'intéresse aux relations internationales, il y a toujours des points chauds et ça n'est qu'une vaste succession. Alors tout le problème, c'est d'essayer de mettre du sens, de voir quelles sont les évolutions, les points de rupture importants. Donc évidemment, la chute de l'Union soviétique en est un. Les attentats du 11 septembre en sont un autre. Pour parler d'aujourd'hui, moi je trouve que ce qui est très frappant aujourd'hui comme sujet d'inquiétude que nous pouvons partager, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'Occident même doute de ses propres valeurs. Cet ordre international qui a été porté depuis 1945 par l'Occident, l'ONU à New York, etc., qui visait à promouvoir les valeurs des droits de l'homme, des valeurs qui visaient à être universelles. Hubert Védrine le disait très très bien au début du documentaire. On les voit aujourd'hui battus en brèche dans beaucoup d'endroits du monde, y compris en Occident même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit Trump, le Brexit, les pays d'Europe centrale et de l'Est, enfin anciennement de l'Est, appeler à des revendications qu'on pourrait dire ethniques, qui sont finalement en contradiction totale avec les valeurs des Lumières, qui sont quand même les valeurs occidentales. Donc ça, à mon avis, ça me semble être un point extrêmement important et préoccupant. Vous dites que l'Occident doute de ses valeurs, mais il a tort de douter ? Alors là, ça c'est un point qui amène à prendre parti. Moi, je pense que oui. Je pense que les valeurs universelles qui sont les nôtres sont meilleures que le communautarisme de chacun qui ne peut mener qu'à des affrontements. Mais bon, j'accepte la contradiction sur ce point. Il ajoutait quelque chose, Pierre Danser ? Oui, je voulais dire, il faut faire attention aussi de dire qu'en 1945, il y avait ces valeurs universelles, positives, etc. On était quand même dans la grande période du colonialisme. Mais qui s'est délité rapidement. Pas si rapidement que ça, et qui d'ailleurs perdure encore dans un certain nombre d'endroits. Et donc, le problème aussi, c'est que l'Occident n'a pas toujours été très respectueux des valeurs qu'il professait. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je pense que, vu de l'extérieur, il y a un certain affaiblissement des valeurs. Ça a été d'ailleurs, ces valeurs ont été retournées contre nous en disant mais pourquoi est-ce que vous ne les appliquez pas ? Même si ça a été instrumentalisé. Oui, mais l'Occident a été accusé d'hypocrisie sur ces valeurs tout le temps, je suis d'accord. Justement, on oublie... Ah, pardon. Allez-y, puis ensuite... Juste un mot pour dire, peut-être pour vous mettre d'accord en quelque sorte, que la démocratie était vue comme un puissant vecteur de puissance. Alors que là, aujourd'hui, la démocratie est presque vue comme un élément de fragilité comparativement à des régimes qui, eux, exprimeraient une forme d'autoritarisme. Et ça, c'est ça qui, effectivement, à mon avis, caractérise la situation présente. Oui, mais n'oublions pas, pour rebondir sur ce que disait le professeur Grosser, que l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Et quand les démocraties étaient hypocrites, elles l'étaient évidemment en 1945, au moins défendait-elle, par le verbe, en principe, des valeurs universelles qui sont celles des Lumières et celles du christianisme en partie aussi d'ailleurs. Un mélange des deux ou l'addition des deux. Et le phénomène nouveau aujourd'hui, c'est que l'on trouve des pays appartenant en théorie au bloc des démocraties et qui tournent le dos de plus en plus clairement, de plus en plus nettement aux valeurs de liberté, d'état de droit, de démocratie, d'universalisme des valeurs, etc. Et là, il y a quelque chose de nouveau et qui, à mes yeux, est tout à fait grave quand on voit, notamment, évidemment, que Donald Trump a pu être élu aux États-Unis, mais quand on voit aussi que deux pays de l'Union européenne, je pense évidemment à la Hongrie et la Pologne, tournent de plus en plus nettement, surtout la Hongrie bien sûr, le dos aux valeurs démocratiques
sur lesquels l'Union européenne est fondée. Absolument. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Attendez, je vous présente juste Bastien Alex, vous êtes chercheur à l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques et spécialiste des enjeux énergétiques mondiaux. Et climatique surtout. Et climatique. Non, je voulais juste ajouter par rapport au débat que nous avons ce soir, je crois que si les Occidentaux doutent, c'est peut-être au-delà de leurs valeurs, de la manière dont ils ont tenté de les promouvoir à l'international. Le doute, il est là, effectivement, sur les dernières expériences à l'étranger. Ça n'a pas été une franche réussite. Et ce qu'on nous reproche aussi sempiternellement, c'est effectivement cette hypocrisie vis-à-vis de la diffusion de ces valeurs et de leur application. J'entendais Ronnie Broman sur votre chaîne, d'ailleurs, il y a quelques semaines, et il disait il faut bien comprendre que les valeurs et la morale, généralement, ça n'aime pas la géométrie. Et quand on l'applique à la géométrie variable, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et c'est quelque chose duquel on a beaucoup de mal à se sortir aujourd'hui et qui nous est toujours renvoyé à la figure parce qu'on prend cette posture de, effectivement, donneur de leçons. On pourrait prendre plein d'exemples, mais en effet, le récent bombardement des positions syriennes, quelques jours après l'affichage d'Emmanuel Macron avec Mohamed Ben Salman, où on le voit prendre des selfies à l'Élysée dans un pays Mohamed Ben Salman, qui représente un pays auquel la France commerce, notamment sur le plan militaire, et aussi assiste au bombardement des populations au Yémen. C'est des choses qu'on ne pourrait pas forcément mettre sur le même plan, mais je crois que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le fait qu'on se serve de ces valeurs pour justifier une politique de puissance que l'on doit au contraire assumer tout simplement. Et à force de vouloir le faire passer pour la défense de nos valeurs, parfois on s'expose à des contre-arguments qui sont effectivement faciles. On va se focaliser sur le Proche-Orient et on va revenir sur une question posée par le documentaire qu'on vient de voir. Écoutez. Les États-Unis, mais aussi la Russie, les grandes puissances sont au chevet de la paix au Proche-Orient. Mais avec quelle solution et quelle autorité? Car en réalité, personne ne semble aujourd'hui en mesure de s'imposer comme puissance incontournable. Bernard Guetta, est-ce que les rivalités qui opposent les puissances occidentales à la Russie de Poutine au Proche-Orient, notamment sur le devenir de la Syrie, est-ce que ça c'est une nouvelle guerre froide ou pas? Ça y ressemble? Non, moi je dirais pas que c'est une nouvelle guerre froide, parce que la guerre froide avait des caractéristiques propres, et on est plus près, malheureusement, enfin plus près, j'exagère, mais on est quand même plus près d'une guerre chaude que d'une guerre froide, en l'occurrence. D'un affrontement direct, oui, demain, par accident, mais un accident qui peut arriver très très vite. On peut avoir une confrontation militaire directe entre des avions des États-Unis et de la Fédération de Russie. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Jean-Vincent Lindre, est-ce que ces conflits donc, au Proche-Orient, effectivement, c'est la menace d'une guerre chaude, mais d'un embrasement mondial aussi? L'hypothèse d'une guerre majeure est toujours à considérer. L'erreur est de tomber soit dans l'angélisme qui consisterait à dire qu'on est effectivement dans un monde pacifié par les valeurs démocratiques ou libérales. Et l'autre extrême consisterait à dire que la troisième ou la quatrième guerre mondiale, selon le point de vue, est pour demain. Je crois qu'à un moment donné, il n'y a pas lieu d'opposer, et là j'aurais une petite nuance par rapport à ce qui a été dit par Bastien Alex, les intérêts et les principes ou les valeurs. Le problème, c'est qu'on les oppose justement, alors qu'en réalité, c'est pas parce qu'on a une démocratie qu'on n'a pas des intérêts à défendre. Oui, mais et donc, par exemple, assez d'accord avec ça. Oui, sauf que le point de vue du président de la République était de dire qu'il en allait de la crédibilité de la France par rapport à ce dossier. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit la combinaison des deux et le fait que fondamentalement, si on veut être crédible face à la Russie qui elle-même défend ses intérêts de puissance, les démocraties doivent elles aussi défendre leurs intérêts et non pas se cacher derrière les valeurs pour ne pas défendre leurs intérêts. Les deux vont ensemble. Oui, je crois qu'il faut faire attention. Ce qu'on trouve parfois dans ce documentaire, c'est l'idée que finalement l'idéal, c'est qu'il y ait une grande puissance qui règle les problèmes du monde. D'abord, elle a aussi posé quelques problèmes, notamment par son intervention en Irak, il faut bien quand même le rappeler. Et puis, deuxième élément qui est important, c'est que dans la région, finalement, il n'y a jamais eu une ou deux ou trois grandes puissances extérieures qui ont mis de l'ordre dans la région. Les Américains ont toujours été assez prudents. Finalement, leur présence militaire, c'est seulement au moment de la guerre du Golfe. Auparavant, ils essayaient toujours de s'appuyer sur des puissances régionales. Et dans cette région-là, les puissances régionales ont toujours manipulé les gros. C'est toujours les petits qui ont manipulé les gros. Le fait qu'aujourd'hui on dise que Poutine n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec Assad, les Russes, les Soviétiques n'arrivaient pas à faire mieux avec le père.
C'est-à-dire que très souvent, ce sont les puissances locales, que ce soit la Syrie, que ce soit Israël, qui manipulent les grandes puissances. Donc, espérer finalement qu'avec un Yalta ou avec je ne sais pas quelle grande conférence internationale, on puisse, comme on disait dans 1617, calmer tout ce petit monde et mettre de l'ordre au Proche-Orient, je crois que c'est très largement illusoire. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez des vraies puissances régionales qui ont des moyens, la Turquie, l'Iran, Israël et bien entendu l'Arabie saoudite. Pour vous, Bastien Alex, ce qui se joue actuellement au Proche-Orient, ça peut avoir un impact sur le devenir de notre planète ? Oui, alors peut-être par rapport à la question que vous sous-entendez au niveau climatique, je pense que ce qui est important au Proche-Orient, c'est de voir les économies, et notamment des pétromonarchies du Golfe, se désengager du tout pétrole et du tout hydrocarbure pour amorcer une transition. Évidemment, c'est un sujet qui pose problème, on peut le comprendre, puisqu'ils ont construit leur puissance là-dessus, donc leur demander d'y renoncer. Ça prouve bien que même quand on parle de climat, qui apparaît souvent comme un dossier consensuel au regard des dossiers que nous avons évoqués, comme le nucléaire iranien, c'est pas si consensuel que ça. Vous demandez à un pays de renoncer à l'outil de sa puissance. Donc ça, c'est pour moi le défi numéro 1. Tant qu'il n'y aura pas un aménagement aussi de, on va dire, l'architecture de la gouvernance climatique internationale, des incitations suffisamment fortes et cet élan qui est donné, qui est en train d'être donné vers la transition énergétique. Mais c'est ça qu'il faut consolider, notamment au Proche-Orient. Sinon, de ce point de vue-là, on aura effectivement la poursuite de l'ordre tel qu'il est organisé aujourd'hui. C'est amusant, vous disiez, je crois que, c'est ce que disait Hubert Védrine dans le reportage, une idée d'avenir, c'est la gouvernance de la mondialisation et sa régulation. Ça fait longtemps que c'est une idée d'avenir, donc oui, c'est un peu tout ce qu'on espère aujourd'hui, je pense. Bernard Guetta, le 25 avril dernier, Emmanuel Macron, en visite aux États-Unis, déclarait devant le Congrès que c'était aux Américains d'être à nouveau les acteurs de la réinvention du nouvel ordre mondial. C'est un vœu pieux ou pas ? C'était une habileté. C'était une habileté en ce sens qu'il s'agissait de flatter le Congrès pour essayer de faire contrepoids à l'imprévisibilité, comme on dit pudiquement, de Donald Trump. Mais au-delà de ça, non, je ne serais pas d'accord. J'étais d'accord avec l'habileté, mais pas du tout avec l'idée exprimée là, en ce sens que s'il y a une puissance sur laquelle, enfin une puissance virtuelle, sur laquelle il faut compter, tabler aujourd'hui, c'est l'Europe. Et certainement pas les États-Unis. Pourquoi certainement pas les États-Unis ? Tout simplement parce que les États-Unis ne veulent plus être les gendarmes du monde. Ça ne date pas de M. Trump, ça date de M. Obama. Et en vérité, d'un peu plus haut encore. C'est une tendance lourde. Donc qu'on ait aimé ou pas la période dans laquelle les États-Unis étaient le gendarme du monde, cette période est virtuellement et très largement révolue aujourd'hui. Mais il faut, je le crois... on peut discuter cette thèse. Mais à mes yeux, oui, il faut des grandes puissances qui soient des grandes puissances de stabilisation. Et je n'en vois pas d'autres aujourd'hui que l'Union européenne, qui est de toute manière condamnée, si elle ne veut pas se suicider, à jouer ce rôle, parce qu'à la différence des États-Unis, elle n'est pas perdue quelque part entre le Pacifique et l'Atlantique, elle est la rive nord de ce lac intérieur qui s'appelle la Méditerranée, alors que la rive sud aujourd'hui est évidemment secouée de très très grandes convulsions. Et puis, si on ajoute à la rive sud de la Méditerranée l'imprévisibilité de l'Est, de M. Poutine, des nostalgies impériales, enfin, peu importe comment on appelle ça, mais appelons ça tout simplement la crise ukrainienne, peut-être demain la crise arménienne d'ailleurs, eh bien oui, nous avons toutes les raisons du monde d'essayer à vitesse grand V de devenir une puissance politique et, oserais-je le dire, militaire aussi. Avant de vous passer la parole, vous voulez réagir ? Oui, l'Union européenne, en l'état actuel des choses, me semble-t-il, vous l'avez dit d'ailleurs vous-même au début, n'est pas une puissance. Elle est extrêmement divisée entre le Brexit, entre la Hongrie, la situation complexe, la relation complexe avec l'OTAN. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Certes, mais enfin, dans la réalité des relations internationales, l'Europe ne compte pas ou moins, et c'est précisément ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, dans une Europe divisée, d'exister comme puissance nationale, avec la France qui tirait son épingle du jeu du fait de la situation compliquée des Britanniques et des Allemands, sans parler des autres pays. Donc on est
quand même dans une situation où ni l'Europe, à mes yeux, ni les États-Unis sont en situation de tirer les marrons du feu. Moi, j'irais plutôt de regarder du côté de la Chine ou même d'autres pays comme l'Inde ou le Brésil. Alors, Zindon, votre réaction à la position de Donald Trump sur effectivement le rôle des États-Unis dans cet ordre mondial? Bien, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Bernard Guetta. Les États-Unis ont depuis plus de 10 ans passé la main, enfin, ou en tout cas, essayent de se retirer de ce rôle de gendarme du monde pour plein de raisons budgétaires, la fatigue de l'Empire, etc. Vos paroles sur l'Europe me semblent... enfin, ce serait merveilleux, mais c'est extrêmement optimiste. Mais pour revenir à... c'est pas optimiste, c'est volontariste. Ok. Ce qui est tout à fait différent. Okay. Mais c'est pas un optimisme de ma part, c'est une volonté. D'accord, mais elle n'est pas partagée par beaucoup de dirigeants européens. Ça n'est pas une raison. Je ne l'ignore pas. Très bien. Mais pour revenir au rôle des États-Unis sur le Moyen-Orient, Obama, effectivement, voulait se retirer de ce bourbier, Trump aussi, et à chaque fois, ils sont comme dans ce film de mafia, ramenés à ces dures réalités. Néanmoins, Obama avait essayé quelque chose d'extrêmement ambitieux, qui est en train d'ailleurs d'échouer devant nos yeux, qui était de ramener l'Iran dans le concert des nations moyen-orientales. C'était tout l'objectif de cet ambitieux traité sur le nucléaire iranien. Il voulait, en faisant signer un accord d'arrêt de la production, enfin de l'avancée vers l'arme nucléaire par l'Iran, permettre à ce pays de reprendre sa place dans le concert régional contre les autres pays qui sont sunnites, l'Iran étant chiite, donc il y a là déjà une première faille très importante, contre Israël également, puisqu'on sait que l'Iran, les dirigeants iraniens ont pu avoir des propos extrêmement menaçants sur l'État hébreu. Mais enfin bon, c'était le calcul d'Obama, c'était celui-là. Donc, il voulait se retirer, mais enfin, il a quand même joué une carte assez ambitieuse. Il a été signé à l'été 2015, ce traité, enfin cet accord. Et là, on voit le 12 mai prochain que le président Trump va peut-être refuser de certifier. Enfin, c'était toujours ces systèmes juridico-congressionnels américains extrêmement compliqués, mais on va peut-être retirer son pays de cet accord, ce qui serait très compliqué à gérer pour les autres parties prenantes par la suite. Donc, il s'est retiré, mais il a quand même continué à essayer de vouloir organiser les choses à l'époque. Et Trump, par son désengagement, continue à impacter terriblement cette région. Oui, je pense que c'est exactement ça, quelque chose qui en fait est sur le long terme. C'est-à-dire que c'est déjà le deuxième mandat Bush qui avait commencé cette fatigue de l'Empire. Ça a été continué effectivement par Obama. Et je crois qu'un élément essentiel sur le Moyen-Orient, c'est que le Moyen-Orient est moins important dans les enjeux stratégiques américains qu'il était auparavant, notamment d'un point de vue pétrolier, énergétique, puisque ce sont essentiellement les pays asiatiques qui dépendent de l'énergie du Moyen-Orient. Et puis, la question du pivot asiatique a été quand même un des éléments essentiels de la stratégie d'Obama. L'idée, c'est quand même, de ne plus s'embourber au Moyen-Orient, parce que pendant ce temps, la Chine en profite pour faire ce qu'elle veut. Et deuxième chose, essayer de stabiliser le Moyen-Orient pour finalement se tourner vers le défi majeur dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qui est la Chine, avec évidemment le rajout récemment de la Russie. Personne ne voyait venir que la Russie serait un obstacle stratégique, sauf peut-être en 2000 avec M. Bush. Et cette angoisse, surtout des Américains, me semble-t-il, c'est le problème de cette quasi-alliance qui est en train de se faire entre la Russie et la Chine et qui leur pose, me semble-t-il, en termes global, un certain nombre de problèmes. Parce que, si vous voulez, il faut imaginer que tous les dossiers coupés par région, comme ça a été un peu fait dans le film, dans la réalité, tous les dossiers sont entremêlés et on voit bien entre la Corée du Nord, l'Iran, il y a des liens qui sont très très forts. Et là, le fait que la Russie et la Chine s'entendent bien, comme dans les années 50, au moment de la guerre froide, c'est finalement un défi majeur, me semble-t-il, pour les États-Unis. Et on le mésestime, ça, les ambitions de puissance de la Chine ou de l'Inde, par exemple ?
Alors, je pense que l'Inde a des ambitions de puissance dans le discours, mais pour le moment, ça ne suit pas énormément, même s'il y a des dépenses militaires. On vient d'avoir les classements qui viennent dans des dépenses militaires de dépasser la France, mais l'Inde n'est pas encore une grande puissance mondiale, me semble-t-il. La Chine, non, je ne pense pas qu'on mésestime dans absolument tous les domaines, que ce soit le domaine économique, technologique, militaire, culturel, en termes de modèle, je veux dire de discours de l'ordre mondial. La Chine s'est fixée de faire le centenaire de la Chine communiste en 2049 en étant la première grande puissance du monde. Et c'est à part catastrophe en Chine, je ne vois pas comment on peut éviter cela. Et est-ce que mais c'est pour vous tous, hein, est-ce qu'un concert des nations finalement sans chef d'orchestre, c'est concevable ou c'est inconcevable ? Il n'y a jamais eu véritablement de chef d'orchestre, à mon avis. Enfin, quand on a un point de vue un peu réaliste, comme celui d'Hubert Védrine, qui souhaite évidemment qu'il y ait une gouvernance globale sur le climat, etc., mais en même temps, la réalité, c'est effectivement l'absence de gouvernance globale, des organisations internationales qui jouent un rôle réel, à la fois de lieux diplomatiques, de tribunes et un rôle normatif. Mais fondamentalement, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est l'énorme résilience des États-nations. Et on ne pourra pas faire l'Europe ou construire une gouvernance globale sans les États-nations, à commencer par le fait que les organisations internationales comme l'ONU sont des organisations étatiques. Et donc ça, c'est un élément important. Donc l'opposition qu'on fait couramment entre une gouvernance globale, transnationale, et puis le monde ancien westphalien ne tient pas. La réalité montre le contraire. Et justement, le rôle aujourd'hui et l'efficacité de l'ONU, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut en faire ? Ce que le rapport de force entre les puissances et les blocages qu'il suscite en feront. Autant dire que je ne suis pas d'un optimisme débordant sur l'Organisation des Nations Unies, ce qui est une chose tout à fait navrante. Absolument navrante et extraordinairement inquiétante. Mais sur le fond des choses, si on essaye d'imaginer ce que peut être une stabilité internationale à 30 ans, 2050. Moi, je dirais que si les choses se passent à peu près bien, cette stabilité pourrait être fondée sur 3 grands blocs. Les États-Unis et les pays qui en sont le plus proches géographiquement, je veux dire, en fait, tout simplement, les Amériques. Deuxièmement, l'ensemble constitué non pas tant par l'Union européenne que par le continent Europe, c'est-à-dire un accord de coopération et de sécurité entre la Fédération de Russie et l'Union européenne et qui permettrait à ce moment-là au continent européen d'envisager un co-développement avec le continent africain. Et puis troisièmement, un bloc asiatique qui de toute évidence sera dominé par la Chine. Ça me semble absolument inéluctable, même s'il y a demain, ce qui n'est pas totalement impossible, une unification ou un rapprochement très fort entre les deux Corées, l'Asie sera évidemment dominée par la Chine et ça nous donnerait 3 grands blocs qui auraient effectivement une cohérence non seulement géographique, mais historique et culturelle. Oui, la logique maintenant, la logique c'est plutôt eurasiatique maintenant, c'est-à-dire que l'idée qu'il y ait la Russie et l'Europe ensemble et la Chine de l'autre côté, pour le moment, on est quand même assez loin de cela. Eh ben non, ça, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi en une phrase. C'est parce que, en vérité, la Russie a une peur bleue de la Chine et elle a bien raison d'avoir une peur bleue de la Chine. La sécurité de la Russie est beaucoup mieux assurée, 1000 fois mieux assurée dans une relation de coopération avec l'Union européenne qu'avec la Chine. Je vous rappelle que la Russie, ce n'est même pas 150 millions d'habitants et que la Chine, c'est 10 fois plus. Non, mais ça... Je voudrais parler, Laurence, pardon. Non, je trouve que le monde que vous envisagez avec ces 3 blocs me semble quand même compliqué à bâtir. D'une part, parce que les pays asiatiques ont une terreur bleue de la Chine et ne voudraient certainement pas être dirigés, tout à fait. Être inclus dans un bloc dirigé par la Chine. Ce serait pour le Japon, pour la Corée du Sud. Enfin, ce serait un refus de leur part
me semble évident, sinon facile à mettre en œuvre, sans parler de l'anti-américanisme des pays d'Amérique latine. Enfin, d'ailleurs, il réfute d'ailleurs ce terme d'américanisme pour parler des États-Unis, puisque c'est pour eux une appropriation culturelle. Bref, les pays d'Amérique latine n'aiment pas les États-Unis et ont un fort ressentiment. Et je terminerai en revenant sur, quand même, l'existence de valeurs transatlantiques. Alors j'espère ne pas être trop optimiste, mais qui me semble quand même très important, très ancienne. Et du coup, le bloc transatlantique États-Unis, Europe, et puis peut-être d'autres qui s'agrègent, me semble fermement établi. Encore, je ne veux pas mettre une croix sur ce lien transatlantique, qui est un lien de valeur, en plus d'un lien historique ancien. Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on regarde notre extrait? Oui, juste sur cette question de la Russie. C'est vrai qu'il y a traditionnellement des balancements vers l'Asie ou vers l'Europe de la Russie. Et on peut estimer que c'est uniquement conjoncturel, que les Russes regardent vers l'Asie à cause des sanctions qui ont été infligées par l'Occident. Mais ça fait quand même des années que l'on dit, de toute façon, la place de la Russie, c'est d'être l'Europe face à la montée de la Chine. Je pense que c'était le pari de Trump quand il est arrivé au pouvoir. N'empêche que les liens sont de plus en plus forts, les déclarations sont de plus en plus vers quelque chose qui ressemblerait à une alliance entre la Russie et la Chine. Donc les liens sont vraiment très forts, avec en plus des valeurs partagées d'autoritarisme. Et pour ce qui est de l'Asie, effectivement, il n'y a pas l'envie d'être impérialisé par la Chine, mais en même temps une puissance réelle dont dépendent absolument toutes les économies et d'être en position relativement subordonnée. On le voit, les Japonais, les Sud-Coréens, les Philippins, dès qu'il y a un peu de pression économique de la part de la Chine, et même les Indiens, on les voit revenir et venir discuter. Donc ça serait un monde relativement hiérarchique, comme dans le passé, sans avoir le type de domination, effectivement, qui serait totalement intolérable, c'est-à-dire l'impérialisme traditionnel. Un mot et ensuite on regarde. Oui, juste un mot. Les grandes lignes de partage du monde contemporain ne sont pas, à mon avis, territoriales, elles sont plus normatives ou idéologiques. Et c'est ça que nous révèle la situation présente. On avait un peu oublié ça quand même, avec cette idée d'un contre-discours libéral qui recouvrirait en quelque sorte toutes les autres narratives, tous les autres discours. Et ça, c'est vrai que c'est un élément important, y compris, comme on l'a dit au début de l'émission et dans le documentaire, à l'intérieur même des démocraties. On va terminer avec notre planète et pour ça, on regarde un nouvel extrait du documentaire. Un écosystème menacé, des équilibres écologiques fragilisés, une planète partagée entre réchauffement climatique et accroissement de la population. Les enjeux sont immenses et vont peut-être permettre de faire émerger une conscience commune. Un moyen de donner de la stabilité à ce monde en désordre, de trouver une réponse à des États-Unis affaiblis, une Russie et une Chine désireuses de davantage peser sur la scène internationale et une Europe atone. Alors Bastien, Alex, est-ce que la prise de conscience des populations de la mise en péril de notre planète, c'est ça qui peut donner de la stabilité à notre monde, vraiment ? Alors j'aimerais bien, mais c'est vrai que moi je ne suis pas totalement convaincu par ce narratif, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il y a derrière la gouvernance du climat, c'est la régulation de la mondialisation et de ses impacts négatifs. Et ça, c'est pas un problème simple. On le voit bien, encore une fois, on discute de l'accord de Paris, un accord qui n'est pas contraignant et dont les États-Unis veulent sortir, que les Russes n'ont pas signé. Je rappelle que la Chine, qui est aujourd'hui un petit peu la bouée de sauvetage à laquelle on s'accroche, est un pays qui n'est pas soumis à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre et dont le seul objectif connu, c'est d'atteindre son pic d'émissions vers 2030. Donc ça veut dire que déjà, elle va continuer à accroître ses émissions d'ici 2030 et on ne sait pas véritablement qu'est-ce que ça va donner derrière. Donc on a un défi commun, cette photo le montre bien, c'était un sacré tour de force d'obtenir un accord. Donc là-dessus, chapeau, bravo, la diplomatie française et les acteurs qui ont permis ce consensus-là. Mais derrière, les transformations à mener, elles sont énormes. Donc la configuration des rapports de force au sein des négociations montre bien qu'il n'y a pas un consensus mou sur ce sujet. On voit bien une forme de dépolitisation en cours des rendez-vous, des COP, des rendez-vous climat annuels, avec peut-être des États qui sont en attente vis-à-vis des acteurs non étatiques, les entreprises, les collectivités territoriales, etc. Donc voilà, une volonté d'abandonner, une fois l'accord signé, la transformation aux autres acteurs. Bon, on en est là. Je rappelle qu'il y a des problèmes de fonds qui ne sont pas toujours dotés. Les États-Unis ont du coup annulé leur promesse de dons sur le fonds vert. Donc on est sur un sujet qui fait relativement consensus. La survie de l'espèce humaine, généralement, ça fonctionne assez bien. Après, dans la mise en œuvre, on est encore dans la négociation très dure.
Et rien, aujourd'hui, nous permet d'espérer que tout se passe pour le mieux dans les 50 prochaines années. Il y a au moins une prise de conscience, une direction qui est donnée à la transition énergétique avec des investissements qui sont programmés. Vous avez tous ces programmes aussi de désinvestissement des bailleurs de fonds qui se désintéressent des projets hydrocarbures. Ce genre de choses, tout ça est positif. Après, voilà, je rappelle que le chantier est énorme. Il y a une inertie du changement climatique qui ne nous permet pas exactement d'être très optimiste. Et je termine juste là-dessus. Rappelez-vous que notre objectif est de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés à horizon 2100 et qu'aujourd'hui, on est sur une trajectoire à plus de 3 degrés. Donc, il y a un consensus sur l'objectif. Après, sur les moyens et sur le gap à combler entre les efforts à fournir là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Oui, avec beaucoup de faux-semblants aussi sur ces négociations. C'est-à-dire que là, on parle de sortir d'un modèle fondé sur les énergies fossiles, sur le pétrole, etc., pour aller vers des modèles où on va utiliser, par exemple, les métaux rares. On en parle en ce moment beaucoup de ces métaux rares qui sont produits par la Chine et que la Chine exporte à bas prix pour construire les téléphones portables, dont on voit qu'ils produisent une pollution invraisemblable. Donc on voit qu'en fait, le phénomène de pollution, il se déplace, en fait, là, pour le coup, territorialement, dans des zones qui décident en quelque sorte d'investir sur la pollution, où en fait, en définitive, on ne règle pas le problème de fond, le problème véritablement d'une gouvernance, disons, apaisée et démocratique de ces questions. Donc là aussi, on voit que l'abandon d'un modèle au profit de ce qu'on appelle croissance verte, etc., et en fait, derrière, montre une sorte d'insincérité en réalité sur ce qu'on est en train de faire. Vous avez évoqué la Chine, Pierre Grosser, quand même, la Chine est en train de devenir une puissance verte, malgré tout, est dans un vrai chemin. Hein. Alors, une puissance verte, au sens où la Chine serait verte, pas vraiment, qu'elle soit une puissance maintenant capable d'utiliser un certain nombre de technologies qui économisent l'énergie, oui, de les exporter partout dans le monde et de nous battre, notamment dans l'éolien, etc., le solaire, sans doute aussi. Mais ce qui est assez intéressant et ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que en insistant tellement sur cette question de l'environnement et la régulation de l'environnement, avec des enjeux économiques effectivement tout à fait considérables, en fait, on masque quel a été le problème de base. Et ce qui manque un peu dans le documentaire, c'est quand même qu'il y a eu une crise économique en 2008. Et ça a été quand même, ça a des conséquences sur les équilibres généraux, sur la perception de l'avenir du monde, etc., et la redistribution de la puissance. Or, on a beaucoup parlé de régulation du capitalisme financier au lendemain de cette crise de 2008. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant. On a tendance plutôt à déréguler. Ce que fait M. Trump en ce moment est assez massif. Donc, on peut avoir de nouveau une crise. Et 2, ça veut dire que les appétits économiques et financiers sont toujours aussi importants. Et une des raisons pour laquelle la Chine, ça fonctionne si bien aujourd'hui dans le monde, c'est que vous avez des endettements massifs d'un certain nombre de pays qui sont liés justement à cette financiarisation de l'économie et ce besoin de capitaux. Et la Chine s'engouffre. Là, comme les États-Unis se sont engouffrés pendant très longtemps, et nous, puissance financière, on s'est engouffrés pendant très longtemps. La question de la fuite des capitaux depuis l'Afrique vers l'Europe ou ailleurs, la question des paradis fiscaux, on n'a rien réglé. Donc, c'est sympathique de parler de climat avec des résultats quand même relativement faibles, mais à mon avis, c'est quand même le cache-texte de notre impuissance à réguler la question de la mondialisation financière. Et s'il y a une autre crise, et beaucoup de monde aujourd'hui considère qu'elle est tout à fait possible, eh bien, je pense que la redistribution de la puissance va encore être accélérée. Vous ajoutez un mot ? Oui, non, je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, le climat, en fait, c'est toujours présenté comme un problème environnemental, mais ça n'est pas le cas. Encore une fois, c'est un problème transversal. C'est un problème qui est à la fois économique, énergétique, politique, social. Je crois qu'on n'a même pas encore parlé des inégalités de richesse. C'est quand même le problème numéro 1 aujourd'hui, qui a derrière la mondialisation qui n'est pas régulée. Et vous faites bien de nous rappeler, on n'avait pas encore parlé de la crise de 2008. C'est quand même aussi un épisode qui a été très rapidement oublié. Donc c'est ça qu'il y a devant nous, c'est comprendre que le changement climatique, c'est un problème multidimensionnel, que si nous voulons non pas sauver notre planète, mais nos vies, il va falloir changer de mode de fonctionnement et de production de richesse et essayer d'un petit peu mieux les partager. Aujourd'hui, c'est pas tellement des problématiques qui vont au-delà de la mise à l'agenda en termes de solutions concrètes. Enfin, on n'a qu'à voir la réaffirmation des égoïsmes au niveau européen. On en est assez loin. Hein. Merci beaucoup d'avoir participé tous les 5 à cette émission. J'ai des livres à vous présenter. Pour aller plus loin, Bernard Guetta, votre dernier ouvrage dans l'ivresse de l'histoire, c'est publié chez Flammarion.
Pierre Grosser, l'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, c'est aux éditions Odile Jacob. Jean-Vincent Olindre, la Russie, désolé, Ça va familial, oui, ça va excusez-moi. ensemble. Ça va ensemble. C'est un lapsus. La Russe et la force, une autre histoire de la stratégie. C'est aux éditions Perrin. Et puis j'aurais présenté aussi cette revue. Bastien Alex, c'est le numéro donc de la revue internationale et stratégique RIS. Voilà, ce numéro Agir pour le climat que vous avez co-dirigé, dans lequel on retrouve en plus un grand entretien avec Hubert Védrine. Voilà, ce documentaire. Vous aviez un livre ? Oui, si les auditeurs vont sur le site de l'IFRI, qui est ifri.org, Oui. ils trouveront notre étude collective qui est sortie la semaine dernière sur les 1 an de la politique étrangère du président Macron. C'est fait, parfait, ifri.org. Ce documentaire, Le nouveau désordre mondial et le débat seront évidemment disponibles en replay sur le site France TV. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission du Monde en face. Passez une très bonne fin de soirée sur France 5 avec tout de suite le magazine C'est dans l'air. À la semaine prochaine, au revoir.